L'anime commence avec la petite Alicia, qui observe avec curiosité la carte de son continent. Elle demande à son père pourquoi le reste du continent apparaît en noir, et ce dernier lui répond qu'en vérité, ils ne le savent pas. En fait, ils ne peuvent connaître que le continent d'Eltea, car les 4 points cardinaux sont gardés par les 4 rois bêtes, lesquels ont exterminé toutes les expéditions qui ont tenté de voir au-delà. Alicia demande à son père si cela signifie qu'ils sont enfermés dans le continent d'Eltea. Il lui répond que l'on pourrait dire que oui. Cependant, il existe une légende selon laquelle un héros mystérieux vaincra les 4 rois des bêtes magiques avec une arme offerte par le roi de Iden, ce qui permettra à l'humanité de découvrir la véritable immensité du monde. Alicia demande à son père si ces rois bêtes sont puissants, et celui-ci lui révèle que chacune de ces créatures pourrait détruire toute la Terre. Alicia pense qu'il est impossible de vaincre un tel être, mais son père lui mentionne que les armes mystiques offertes par le roi de Iden multiplient les pouvoirs de leurs porteurs, amenant leur capacité à des niveaux inimaginables. Alicia, toute excitée, dit qu'elle veut devenir une héroïne pour faire en sorte que le monde devienne bien plus vaste et ne plus rester enfermé sur ce continent. La scène change. Les années ont passé, et on retrouve Alicia, plus âgée, dans un carrosse, en route pour accomplir son rêve. Elle est accompagnée d'autres héros, eux aussi porteurs d'armes légendaires, Olgus, Katz, Milro, Minalch et Mudo. Katz s'intéresse un peu à Alicia, qui ne s'est pas présentée avec le reste du groupe, et on lui demande d'où elle vient. Mais ils sont interrompus par Stéphane, qui leur dit de rester vigilants, car ils se trouvent en territoire des bêtes magiques. Le cocher leur annonce qu'ils ne pourront pas continuer par la route, celle-ci étant trop escarpée. Mais soudain, ils sont attaqués par les bêtes magiques. Les jeunes héros s'organisent rapidement et commencent à éliminer toutes les bêtes sur leur chemin, tout en continuant leur route. Ils démontrent une grande capacité au combat, en particulier Stéphane, qui possède un grand pouvoir destructeur. Après avoir vaincu une hydre et quitté les grottes, ils arrivent au repère du roi des bêtes. Le maître de la montagne lunaire se présente rapidement, surprenant tout le monde. Il s'agit du roi qui règne sur le sud d'Eltea, Clévatès de la lumière de la lune. Malgré son apparence imposante, les héros déclarent vouloir le vaincre. Après tout, ils sont les héros élus. Ils se jettent rapidement sur lui, mais en un instant, Clévatès tue Stéphane d'un seul coup. Olgus l'attaque à son tour, mais il se retrouve décapité. Sans perdre de temps, Clévatès continue d'éliminer les autres héros. Alicia les avertit que les attaques viennent des ombres, et qu'ils doivent les éviter en restant dans les airs. Clévatès attaque alors Alicia, mais elle parvient à esquiver, ce qui attire son attention, elle est plus futée que prévu. Pendant leur combat, Clévatès pense qu'il n'a pas observé les humains d'aussi près depuis un millénaire. Les héros tombent les uns après les autres. Clévatès se demande comment ces êtres autrefois insignifiants comme des insectes ont réussi à arriver jusqu'ici, et ce qui a bien pu changer en 1000 ans. Alicia parvient à s'approcher suffisamment pour lui entailler la corne. Clévatès, calme, s'interroge sur les intentions de ces humains. S'ils projettent de menacer à nouveau ces terres dans le futur, mieux vaut les étudier un peu. À ce moment-là, tout commence à s'illuminer, et les héros sont anéantis, sauf Alicia, qui reste grièvement blessée. Pendant ce temps, à Hydralt, la capitale du royaume de Iden, les habitants vivent en paix, jusqu'à ce que Clévatès apparaisse soudainement. Ils pensent que tous ces individus se sont présentés comme des héros et ont attaqué ces terres en prétendant avoir été choisis par le roi de Iden. Il en déduit donc que le roi est le cerveau de toute cette affaire et décide d'aller le confronter. Les soldats commencent à l'attaquer, en vain. Il avance à grande vitesse vers le château royal, détruisant tout sur son passage. La garde royale prépare la défense, et dès qu'il est à portée, il lance les catapultes, mais Clévatès détruit tout avec ses queues. Arrivé au château, il pulvérise ce qui se trouve devant lui. On informe le roi de la situation et on lui conseille d'évacuer, mais il répond qu'il sait déjà de qui il s'agit, et que dans ce cas, cela ne servirait à rien de fuir. La priorité est désormais de fermer le fourneau, car le feu de Iden ne doit surtout pas être éteint. À l'extérieur, les chevaliers continuent d'attaquer Clévatès. Celui-ci se demande quelle différence il y a entre les soi-disant héros et ces insectes. Lorsqu'il commence à être attaqué par des arbalètes, il comprend que c'est dû aux armes, et décide de les analyser avant que l'humanité ne devienne plus puissante. Le roi ouvre la porte du fourneau, mais un fracas retentit, et en un instant, tout est propulsé dans les airs. Clévatès lui demande s'il est bien le roi de Iden, ce qui surprend ce dernier. Il lui demande comment une bête magique peut parler leur langue. Clévatès lui conseille de mesurer ses paroles, sans quoi il risquerait de provoquer l'extermination de tous les hominidés. Car il ne s'agirait plus seulement de Iden, mais aussi de Dorn, Org, Slada, Ban et tous les peuples des royaumes d'Eltea. Même s'il tue le roi et détruit son pays, si le reste des hominidés possède la même essence, d'autres viendront un jour menacer ces terres. Il veut donc les comprendre et savoir quel genre d'êtres vivants ils sont. Il lui demande pourquoi il veut sa mort. Le roi lui répond qu'un monstre comme lui ne pourrait jamais comprendre. Cela lui coûte la vie, Clévatès le décapite. Décidé, Clévatès entreprend alors d'anéantir tous les hominidés. Mais sur le chemin du retour, il entend les pleurs d'un bébé. Une femme le supplie d'épargner l'enfant.
Clévatès lui demande si elle est aveugle et lui rappelle qu'il est le roi des bêtes, qu'il prévoit d'anéantir l'humanité, et lui dit de haïr le fait que ce bébé soit né humain à Eden, pas lui. La femme répond que les bébés ne choisissent ni leur lieu ni leur moment de naissance, et même si les humains lui ont fait du mal, cela ne justifie pas la mort d'une créature innocente qui ne peut même pas se tenir debout. Clévatès lui dit que pour lui, tous sont pareils. Elle grandira, prendra une épée, et après avoir conquis son propre territoire, elle en envahira d'autres. Les hominidés sont les plus dangereux et agaçants de tous. Mais si elle affirme que cet enfant mérite de vivre, alors qu'elle le prouve ici et maintenant. La femme répond qu'elle ne peut pas, car elle va mourir, mais elle est certaine que cette petite créature le lui prouvera un jour. Sur ces mots, elle meurt. Avant de repartir, Clévatès décide de lui donner une chance et de vérifier s'il mérite vraiment la vie. On nous explique alors qu'il existe 5 tribus sur le continent d'Eltea. Les Sladas, experts en nage et navigation, qui détestent vivre avec d'autres peuples. Les Orgs, un peuple courageux, experts en médecine et chasse. Le peuple de Dorne, le plus nombreux, expert en construction et en guerre, qui a divisé la plaine centrale en 2 royaumes, Elsine et Boilat. Les Iden, les plus anciens, entourés de mystères, très doués en forge et artisanat. Et enfin, la 5e tribu, les Bent, barbares des terres sauvages, puissants individuellement, mais sans unité ni leadership. Le royaume de Iden est petit, mais c'était le seul capable de forger des armes avec du minerai magique et du mana, un savoir détenu uniquement par la famille royale. Ils commerçaient beaucoup avec le royaume de Dorne, et la majorité de leur population était métisse, car les Iden de sang pur étaient très rares. Dans le monde, il n'y avait pas que le continent d'Eltea, mais ses habitants ne pouvaient le savoir, car au-delà se trouvait l'habitat des bêtes magiques. À l'époque actuelle, sur le mont de la Lune, 2 bêtes sont impatientes de dévorer le bébé, mais elles fuient en sentant la présence de Clévatès. Le nourrisson pleure, alors Clévatès utilise l'une de ses queues pour restaurer son énergie vitale et l'endormir. Cependant, cela ne règle pas le problème, car chaque fois qu'il urine ou défèque, il se met à pleurer. Exaspéré, Clévatès le jette à des scarabées. Le petit se met à pleurer désespérément, mais Clévatès l'informe que ces insectes se nourrissent uniquement de son urine et lui demande de rester tranquille pendant qu'il le nettoie. Il se lamente alors, pensant que les bébés grandiraient après quelques nuits de sommeil, et n'arrive pas à croire qu'il n'en soit qu'au tout début. Il se demande pourquoi diable il a accepté cette demande. Mais en tant que roi des bêtes magiques, il serait déshonorant de revenir sur sa parole. Il jure alors de devenir le témoin de la croissance de ce gamin. Nous voyons le corps inerte d'Alicia, on ne sait pas si elle est morte ou évanouie. Un flashback montre Alicia pleurant sur son père gravement blessé, avec une silhouette derrière elle. Puis, elle se remémore les derniers instants de sa bataille et se réveille soudainement, se demandant où elle se trouve. En voyant Clévatès, elle se met en garde. Celui-ci lui dit qu'il a jeté les corps et les armes de ses compagnons au fond de la vallée, et comme elle est la seule qui peut lui être utile, il a décidé de la ressusciter, confirmant qu'elle était bien morte. Il révèle qu'elle peut bouger grâce au sang démoniaque qu'il lui a donné, faisant d'elle un cadavre ambulant. Alicia, incrédule, est interrompue par Clévatès qui lui ordonne de découvrir ses seins. Perplexe, elle lui demande ce qu'il veut dire. Il explique que le bébé a faim et qu'elle devrait se taire et se dévêtir. Il utilise son pouvoir pour la contrôler, la forçant à retirer son armure. Cependant, il s'énerve en constatant qu'elle ne produit pas de lait. Alicia, furieuse, lui répond que c'est parce qu'elle est vierge et que seule la mère peut allaiter son enfant. Clévatès la traite d'inutile, et Alicia, humiliée, lui demande de l'achever. Il réplique qu'elle ne peut pas mourir à cause de son sang démoniaque. Le bébé se met à pleurer, et Clévatès blâme Alicia pour son incompétence. Curieuse, elle lui demande pourquoi il s'occupe d'un bébé humain. Il répond que cela ne la regarde pas, mais bien qu'elle ne puisse pas produire de lait, elle lui sera utile autrement. N'ayant pas les connaissances pour s'occuper d'un nourrisson humain, il ordonne à Alicia de lui dire comment satisfaire sa faim, utilisant son pouvoir pour la soumettre. Alicia explique qu'en l'absence de la mère, il faut une nourrice, une femme capable de produire du lait. Si aucune parente n'est disponible, on peut en engager une contre de l'argent, ou dans leur cas, un troc avec les minerais magiques abondants dans la montagne. Tout en parlant, Alicia pense que si elle avait son épée, elle tenterait de frapper Clévatès, mais elle réalise qu'elle ne pourrait pas lui faire de mal, même armée. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour trouver une nourrice. Alicia l'arrête, arguant que s'il se présente ainsi dans un village, il causera la panique. Elle propose de prendre le bébé et de chercher une nourrice à sa place, pensant qu'il faut les séparer, même si elle ignore pourquoi ils sont ensemble. Clévatès refuse de lui confier le bébé, car s'il mourait hors de sa vue, cela ne lui conviendrait pas. Cependant, il admet qu'elle a raison, pour que l'enfant grandisse comme un humain, il ne peut pas rester sous sa forme actuelle. Il utilise son pouvoir pour prendre l'apparence de celle qui lui a confié le bébé. Alicia est stupéfaite de le voir se transformer. Clévatès décide qu'ils ont besoin de noms pour s'intégrer à la société humaine. Il baptise le bébé Luna et se présente à Alicia, lui demandant son nom avant de se mettre en route. Plus tard, près d'un ruisseau, Alicia baigne Luna,
se lamentant d'être tombé si bas. Le bébé lui urine dessus, et Clévatès lui ordonne de la nettoyer correctement, moquant ses efforts en comparaison des insectes de sa caverne. Alicia se plaint de ne pas pouvoir lui désobéir, tandis que Clévatès continue de la réprimander, exigeant qu'elle fasse les choses correctement. Elle remarque qu'il est perfectionniste malgré son statut de monstre. Peu après, Luna est propre et heureuse. Clévatès ordonne à Alicia de changer ses vêtements tachés de sang, affirmant que même les bêtes magiques du coin sont plus propres qu'elle. Il lui demande aussi de se laver et de nettoyer le tissu enveloppant Luna. En lavant ce tissu, Alicia découvre, choquée, qu'il porte l'écusson de la famille royale de Eden, réalisant que le bébé est de sang royal. Pendant ce temps, un Eden parcourt les ruines du royaume, cherchant des survivants et déplorant le désastre prévisible de la lutte contre le roi des bêtes. Il se demande si le roi est devenu fou. Selon le plan, ce jour-là devait être celui du baptême, et la princesse devait fuir le château avec l'enfant. Désespéré, il cherche quelqu'un de vivant. Ailleurs, une faction de Dorne observe les ruines, concluant que la légende n'était qu'une légende. Le commandant Dorel annonce à ses soldats qu'il va informer l'empereur de la situation, car la faction d'Aisling tentera probablement de s'emparer de la technique de forge des minerais magiques de la famille royale. Leur mission prioritaire est de voler cette technique avant les autres pays. Dorel part pour la frontière afin de réorganiser l'armée et ordonne à Ménard de rester pour chercher des survivants de la famille royale, en les maintenant en vie. Ménard assure qu'il n'y a pas de souci. Alicia, horrifiée, demande à Clévatès ce que cela signifie, s'il a enlevé un enfant de la famille royale. Clévatès, curieux, ignorait qu'il s'agissait d'un royal. Il précise qu'il ne l'a pas enlevé, mais qu'on le lui a confié. Réalisant que l'enfant était sous les décombres du château qu'il a détruit, il comprend qu'il appartient à la famille du roi. Alicia, choquée, lui demande ce qu'il a fait. Clévatès répond qu'ils l'ont attaqué en premier. Déconcertée, Alicia explique que si le roi est mort, tout le monde cherchera cet enfant de sang royal pour la technique de forge des minerais magiques, réservée à la famille royale de Eden. Clévatès observe Luna, comprenant qu'elle porte un destin inéluctable, mais trouve cela fascinant. Il décide de faire d'elle une reine, lui-même agissant comme un ministre dans l'ombre. Auparavant indifférent à la conquête, il trouve excitant d'observer le comportement des hominidés depuis le sommet et d'envoyer ses serviteurs s'infiltrer pour les exterminer à sa guise. Alicia réalise qu'elle a aggravé la situation en parlant trop. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour nourrir Luna. Alicia tente de se calmer, sachant que même si Luna retournait dans son pays, un étranger cornu comme Clévatès ne serait pas accepté. Bien qu'il puisse changer d'apparence, elle est certaine qu'il ne peut cacher sa corne. Elle ne comprend pas son obsession pour Luna, mais sait que si quelqu'un tentait de la lui arracher, il pourrait exterminer tous les hominidés. Elle décide que sa dernière mission en tant qu'héroïne sera d'empêcher cela à tout prix. Clévatès la réprimande pour marcher trop lentement. Alicia tente de l'avertir qu'il y a quelqu'un derrière lui, mais un bandit lui brise soudainement le cou. Ils sont rapidement encerclés. Alicia pense qu'ils sont finis, mais Clévatès s'effondre, mort en un instant, la plongeant dans la panique. Un bandit l'assomme, l'envoyant dans l'inconscience. Maintenant, ils sont dans la charrette des bandits, où de nombreux autres captifs sont assis à côté de Clène. Clène tient le bébé Luna avec un sourire calme, ce qui inquiète davantage Alicia, car elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle remarque que Luna dort et demande à Clène comment il a réussi à l'apaiser. Clène explique que Luna pleurait il y a quelques instants, mais que maintenant tout va bien, car le trajet est paisible. Luna se faufile parmi les autres captifs pour se rapprocher de Clène et lui chuchote pourquoi lui, l'un des rois démons les plus puissants à avoir jamais existé, s'est laissé capturer volontairement. Elle pense qu'en changeant d'apparence, Clène a également perdu de sa puissance, ce qui explique pourquoi il a été assommé d'un seul coup. Clène affirme que son hypothèse est proche de la vérité, mais pas tout à fait exacte. Il explique que la transformation de son apparence a aussi rendu son corps aussi fragile que celui d'un humain, ce qu'il ignorait. C'est pourquoi, lorsqu'il a été frappé par surprise dans le dos, il a perdu connaissance. En gros, le système de défense naturel de Clène est désormais affaibli, mais grâce à ses pouvoirs, il peut le renforcer. La vraie question est donc, pourquoi Clène n'a pas encore essayé de s'échapper de ce pétrin? Sa logique est que, puisqu'il est maintenant déguisé en humain, il préfère garder ses véritables pouvoirs secrets jusqu'à ce que Luna devienne le prochain roi. C'est pour cela qu'il laisse les événements suivre leur cours. De plus, Clène souhaite en apprendre davantage sur le monde humain, notamment pourquoi ces pauvres gens ont été enlevés. C'est donc aussi pour cela qu'il a choisi de ne pas s'enfuir. Réalisant à quel point Clène est ignorant de tout cela, Alicia lui explique, à ce crétin, qu'eux et les autres ont été capturés par des bandits qui prévoient très probablement de les vendre à des trafiquants d'esclaves. Quoi qu'il en soit, Alicia demande à Clène de ne pas juger les humains selon le comportement des bandits, affirmant que ces derniers sont les pires d'entre eux. Peu après, la charrette arrive à la base des bandits, et les captifs sont séparés en deux groupes, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. L'un des captifs tente de s'échapper, ce qui fait sourire littéralement Dagan, conscient que ce pauvre type vient de signer son arrêt de mort. Et à juste titre, quelques secondes plus tard,
un autre bandit lance une dague sur le fuyard, le poignardant dans le dos et mettant fin à son calvaire. Une fois l'intrus éliminé pour de bon, Dagan avertit les nouveaux captifs de ne pas commettre la même erreur, sinon ils connaîtront le même sort. Il se tourne ensuite vers Alicia et lui dit de venir avec lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, il commence à la traîner dans sa chambre pour découvrir ses intentions. Clem se demande quoi faire lorsqu'une femme nommée Carmen, probablement responsable du groupe Femmes et Nourrissons dans ce gang de trafiquants humains, le remarque immobile. En voyant qu'il tient un nourrisson dans les bras, Carmen appelle sa servante Nell pour qu'elle s'occupe de Luna. Nell est chargée de nourrir les bébés capturés. La base des bandits se trouve dans une carrière, et tout au fond de la fosse se trouve une mare dans laquelle repose une lame rouge légendaire. Mais cette lame est protégée par une chose monstrueusement puissante. Quoi qu'il en soit, il semble que je me suis trompé sur les intentions d'Dagan, car il est révélé qu'il a seulement amené Alicia à Broco. Broco est le chef par intérim du gang des bandits appelés les Corbeaux en l'absence de leur véritable chef, Zazak. Broco aurait apparemment usurpé la position de chef des Corbeaux, mais personne n'ose le contester à cause de sa bête de compagnie, Betty, capable de réduire n'importe qui en morceaux. Alicia reconnaît cette créature comme un démon occidental et est surprise d'apprendre que Broco l'a apprivoisé. Broco parle avec Betty, qui lui dit vouloir jouer avec un humain mâle. Broco lui dit qu'elle peut choisir librement l'un des deux bandits venus avec Alicia. Mais avant cela, il révèle pourquoi il a fait venir Alicia dans son bureau. Les bandits possèdent tous les cristaux magiques qu'Alicia a récupérés dans la base de Clen. Broco sait également que ces cristaux viennent du mont Moon, le repère de Clévatès. En se basant sur les preuves et le fait qu'Alicia n'a pas eu peur à la vue de Betty, il conclut qu'elle fait partie des 13 héros envoyés de Eden pour vaincre Clévatès. Broco suppose qu'Alicia était en route vers Eden avec ce sac plein de cristaux magiques. Il lui annonce alors une mauvaise nouvelle, la capitale royale a déjà été détruite par Clévatès. Pourtant, il affirme que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour les Corbeaux, révélant qu'il possède une épée rouge, la Mana Idlite, que seuls les rois de Eden savent forger. L'épée de Broco est bien sur une fosse, et son gang les vend à des idiots incapables de faire la différence. Maintenant que toute la famille royale a disparu, la valeur des épées Mana Idlite va exploser. C'est une excellente opportunité pour faire de l'argent. Mais Broco vise quelque chose de plus grand, l'épée la plus pure des Idlites, forgée par les rois de Eden et remise aux héros. Broco est certain que tous les autres héros ont été tués par Clévatès et qu'Alicia a survécu en abandonnant ses camarades. Il lui demande où se trouve son arme et celle des 12 autres héros défunts. Comme Alicia refuse de répondre, Broco ordonne à Dagan et Satch de l'emmener à la base de Clévatès pour y chercher les trésors. Dagan suggère qu'il serait plus judicieux de récupérer d'abord un autre trésor qu'ils ont déjà repéré, mais Broco insiste pour suivre le plan initial. Il dit aussi à Dagan et Satch qu'ils peuvent s'exercer avec Alicia avant de partir, pour s'assurer qu'elle ne leur posera pas de problème durant le trajet. Pendant ce temps, Clen travaille comme serveur dans l'auberge des bandits tenus par Carmen. De nombreux bandits essaient de draguer Carmen, et Clen, en observant cela, ne peut que se demander jusqu'où va la perversité de ces gens. De son côté, Nell donne du lait à Luna, un lait que le père de Luna a oublié de ramener. Nell a aussi d'autres tâches, car elle est également serveuse et subit les abus des clients, tous des bandits. Clen sert la viande avec obéissance et patience, et beaucoup de bandits sont impressionnés par son service. Carmen, cependant, ressent quelque chose d'étrange. Tout le monde croit que Clen est un orc à cause de ses cornes, mais sa peau est trop pâle, et ses yeux sont ceux d'un tueur. Deux bandits s'en prennent à Nell et l'emmènent pour abuser d'elle. Ils passent toute la nuit avec elle et la laissent couverte de blessures. Elle ne se plaint pas, et une fois qu'ils en ont fini, elle retourne discrètement à l'auberge pour nourrir Luna. Les deux bandits qui ont maltraité Nell commencent soudainement à se sentir faibles et étourdis, et ils disparaissent littéralement de ce monde lorsque Clen révèle qu'il en est responsable, rendant justice à la pauvre Nell. Nell vient nourrir Luna et le retrouve dans les bras de Clen. Elle ne sait pas ce qu'il a fait aux deux hommes qui l'ont agressé, mais elle est seulement préoccupée par le fait de nourrir l'enfant. Elle le prend dans ses bras et l'emmène dans un abri pour le nourrir. Clen s'assoit avec elle et lui demande de parler d'elle. Il se demande si elle fait partie des Corbeaux et ce qu'ils font. Elle hésite à répondre, mais il insiste pour qu'elle parle. Il est simplement curieux. Elle révèle avoir grandi ici. Elle ne se connaît que comme membre des Corbeaux. Elle n'a jamais eu de père, seulement une mère. Enfant, elle n'a jamais vu le visage de sa mère, seulement son dos. Mais elle savait que sa mère était esclave, car elle l'avait vue en cachette se faire molester par des hommes. À ses 12 ans, sa mère a disparu. Elle ne savait pas si elle était morte ou s'était enfuie. Ce qu'elle sait, c'est que ce soir-là, alors qu'elle mangeait, des hommes sont venus la frapper. Pendant les années suivantes, sa vie a été misérable. Elle a compris que sa mère la protégeait. Ils l'ont battue chaque jour, et elle a dû vivre comme du bétail, jusqu'à ce qu'elle rencontre Carmen. Elle lui a dit qu'elle pouvait satisfaire les hommes et qu'ainsi, il cesserait de la maltraiter. Elle a décidé de suivre Carmen ce jour-là et a appris à satisfaire les hommes. Même si elle ne sera jamais comme Carmen, sa vie s'est améliorée. Elle a du travail et peut nourrir les enfants grâce à son lait. Cela la rend satisfaite. Clen lui demande pourquoi elle a du lait alors qu'elle n'a pas d'enfant.
Elle révèle qu'elle était enceinte, mais a eu une mort-née. Son bébé bougeait dans son ventre et cela lui donnait une raison de vivre, jusqu'à ce que l'enfant naisse mort. Quand les sages-femmes lui ont annoncé la nouvelle, elle s'est sentie sombrer dans un monde froid. Elle pensait qu'elle allait mourir, et cela lui allait. Mais soudain, elle a ressenti de la chaleur. Elle a rouvert les yeux et vu un enfant d'environ 6 mois téter son lait. Cela lui a donné une raison de vivre. Elle l'a nourri, puis d'autres enfants sont arrivés, et elle les a nourris aussi. Les voir vivre grâce à elle la rend heureuse. Elle confie avoir essayé 2 fois d'avoir ses propres enfants, sans succès. Clem, fatiguée d'entendre tout cela, lui demande de s'arrêter, puis lui demande si elle veut le suivre comme nourrice de Luna. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de la prendre, mais qu'il n'a pas non plus de raison de ne pas l'emmener. Et puisque Luna l'aime bien, ce serait gagnant-gagnant. Luna tapote son corps comme pour dire qu'elle veut qu'elle vienne. Clem lui redemande, veut-elle venir avec lui comme nourrice ou rester là pour être utilisée par ces salauds? Elle sait que c'est une belle offre. Mais elle dit que ce serait naïf d'accepter, puisqu'il est lui aussi un esclave, du moins à ce qu'elle croit. Elle lui dit qu'elle aimerait le suivre, mais qu'elle ne peut pas. Elle a d'autres enfants qu'elle veut nourrir et à qui elle veut donner espoir. Elle lui rend Luna et part. De leur côté, les bandits amènent Alicia sur un pont et lui demandent d'avancer. Arrivée au milieu du pont, elle s'arrête et regarde en bas. Ils croient qu'elle veut sauter et lui disent qu'elle ne survivra pas à cette chute. Mais elle regarde la rivière devant elle. Elle y voit des gemmes et sait ce que c'est. Avant qu'elle ne puisse parler, ils lui disent que c'est la rivière où est mort le héros légendaire Codwall. Elle le sait aussi. Là, un esclave dit qu'il entrera dans la rivière et que s'il ramène ce qu'il cherche, ils devront libérer lui et sa femme. Sa femme l'encourage, rappelant aux bandits leur promesse. Mais lorsqu'il saute, des monstres surgissent et le dévorent. Alicia savait qu'il n'allait pas le libérer. Cet endroit, c'est le puits d'Elbe. Il abrite des monstres venus il y a 300 ans à cause d'une inondation. Et l'épée Fan Cascade est dans cette rivière. Les bandits veulent que quelqu'un la récupère. Mais c'est impossible. Elle les traite de salauds parce qu'ils savaient que le garçon allait mourir et n'avait même pas bien attaché sa corde. Il lui rappelle qu'elle n'est pas là pour leur faire la morale et que son bourreau est juste devant elle. Elle regarde l'homme horrible, Pito, qui monte sur le pont pour l'affronter. Il s'imagine en train de lui enlever ses vêtements. Avant qu'il ne s'approche, elle se déboîte l'épaule, lui prend son épée, coupe la corde du pont et saute. En tombant, elle se dit qu'elle fait confiance aux paroles de Clem selon lesquelles elle ne mourra pas.